L'inflation ne te rend pas plus pauvre, elle révèle juste que tu ne sais pas protéger ton argent. Chaque année, ton argent perd de la valeur, et pourtant, tu continues à faire exactement les mêmes erreurs. L'inflation est probablement le mécanisme économique qui impacte le plus ta vie, et pourtant, la plupart des gens ne la comprennent pas. Car si tu penses que l'inflation, c'est juste la hausse des prix, tu passes à côté de l'essentiel. Ceux qui comprennent l'inflation s'enrichissent, et les autres s'appauvrissent. Je vais te donner les clés pour être du bon côté. L'inflation, on en parle partout. À la télé, dans les journaux, dans les discussions entre amis, les prix augmentent, tout devient cher, se plaint la ménagère. Mais derrière cette sensation diffuse, il y a un mécanisme silencieux, mais puissant et implacable. Si tu ne fais rien de ton argent, tu fais partie des perdants. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Car contrairement à un krach boursier, l'inflation est progressive, silencieuse, non spectaculaire, mais terriblement réelle. Elle est aussi inégalitaire, car l'inflation n'impacte pas tout le monde de la même façon. Elle appauvrit certains, elle en enrichit d'autres. Au fond, l'inflation révèle surtout si tu sais gérer ton argent ou si tu ne le sais pas. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette vidéo, je vais te donner les clés pour faire de l'inflation ta pire ennemie ou ta meilleure alliée. Je suis Florian Zingraf, entrepreneur, économiste et financier, et j'ai créé cette chaîne pour démocratiser l'éducation financière et la connaissance en matière d'investissement au plus grand nombre et pas uniquement à mes clients fortunés. Et il y a urgence, car la culture économique des Français, de leur propre aveu, est lamentable. Beaucoup de Français ont une vision erronée de l'économie, et cela coûte cher. Collectivement d'abord, puisque l'Institut Sapiens estime que l'inculture économique des Français coûte environ 1 point de croissance par an à la France, mais elle leur coûte également cher individuellement, puisque l'OCDE estime dans plusieurs rapports que les adultes ayant un faible niveau de culture financière perdent entre 1 et 4% de leur revenu annuel à cause de mauvais choix financiers. Et ce constat est particulièrement vrai pour l'inflation, puisque 70% des Français déclarent ne pas la comprendre. Pire, près de 40% d'entre eux croient réellement que l'inflation n'affecte pas leur pouvoir d'achat. On va remédier à ça immédiatement. Après cette vidéo, tu ne feras plus partie des perdants. Je vais t'expliquer simplement les origines de l'inflation, car c'est fondamental que tu les comprennes, ses conséquences, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, et surtout, comment tu peux en tirer profit pour creuser l'écart. Connais la formule, le savoir est une arme, alors en voici une. Avant de commencer, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu veux en apprendre plus sur l'économie, la finance, et bien sûr, n'hésite pas à me faire part de ton avis en commentaire sur les sujets que tu souhaiterais que je traite les prochaines fois. Partage celle-ci autour de toi et reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment l'inflation, pourquoi elle existe, qui elle enrichit, qui elle appauvrit, et surtout comment l'utiliser dans ton propre intérêt pour tirer ton épingle du jeu. C'est parti. On définit généralement l'inflation comme la hausse générale et durable des prix, ce qui n'est pas faux, mais ne désigne en réalité que les conséquences de l'inflation, qui est bien plutôt une baisse de la valeur nominale de la monnaie. En effet, avec 1000 €, tu peux acheter moins de biens et de services qu'il y a 10 ans, et tes 1000 € d'aujourd'hui vaudront moins dans 10 ans. On peut le vérifier dans notre quotidien. À partir des données réelles en France, un panier de courses qui t'aurait coûté en moyenne 100 € il y a 10 ans coûte aujourd'hui environ 125 €. Le panier est identique, tu n'as pas gagné ni en quantité ni en qualité, mais tu as dû débourser davantage. C'est ça l'inflation. En vérité, ce ne sont pas tant les prix qui ont augmenté que la monnaie qui s'est dévaluée. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette baisse de la valeur nominale de la monnaie? La cause première de l'inflation, de loin, est la création monétaire, la fameuse planche à billets. Quand les banques centrales et les États créent de la monnaie, avec des politiques de taux d'intérêt bas ou des plans de relance, elles mettent plus de monnaie en circulation dans l'économie. Et plus la quantité de monnaie en circulation dans l'économie est importante, moins chaque unité de cette monnaie a de la valeur. Ce qui faisait dire à Milton Friedman, le prix Nobel d'économie, que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Ce n'est que dans un second temps que l'inflation a pour cause un phénomène de prix. Autrement dit, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Car s'il y a plus d'argent en circulation, les acteurs économiques, vous, moi, les entreprises, vont consommer davantage, donc augmenter la demande et donc tirer les prix vers le haut. Car retiens bien ceci, l'inflation n'est pas uniquement un phénomène économique, c'est aussi un phénomène psychologique. Quand les gens ont plus d'argent, ils consomment plus, c'est logique. Lorsque les prix commencent à monter, les comportements changent. Les acteurs économiques vont anticiper. Ils se disent, ça va coûter plus cher demain, donc j'achète aujourd'hui. Et ce simple réflexe va alimenter l'inflation, puisqu'il accroît davantage la demande. En résumé, les prix montent, les gens consomment plus vite, la demande augmente, et les prix montent encore plus. On entre alors dans ce qu'on appelle une spirale inflationniste. Et cette boucle est également alimentée par ce qu'on appelle l'inflation par les coûts. C'est la troisième cause de l'inflation. Quand les matières premières augmentent, quand l'énergie augmente, quand les salaires augmentent, ou même quand les impôts et les taxes augmentent, les entreprises répercutent ces hausses sur les prix, et l'inflation continue. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'instauration d'un salaire minimum est une hérésie économique, puisque celui-ci entraîne une hausse des coûts, et ces coûts se répercutent, en dernière instance, sur les consommateurs, par une hausse de prix. Je te mettrai à l'écran et également en description quelques références à ce sujet si tu veux aller plus loin. Car il faut absolument que tu comprennes les conséquences de l'inflation. Dans le débat public, l'inflation est presque toujours présentée comme un fléau. On en parle comme d'un ennemi invisible qui grignote le pouvoir d'achat, appauvrit les acteurs économiques, et les ménages en particulier, et désorganise l'économie tout entière. Et c'est vrai. En partie. Car comme souvent en économie, la réalité est beaucoup plus nuancée. Et c'est là que ça devient intéressant. Car il existe en réalité deux visages de l'inflation. Elle peut être néfaste pour l'économie, mais elle peut aussi lui être bénéfique. L'inflation peut être néfaste pour l'économie parce qu'elle bouleverse la stabilité économique et ensuite parce qu'elle alimente les tensions sociales. Dans une économie stable, les prix sont des signaux. C'est une synthèse d'informations à propos du marché. Ils indiquent la rareté, la demande, la valeur relative des choses. Ils permettent aux entreprises d'investir intelligemment, aux ménages de faire les bons choix rationnels, bref, au marché de fonctionner. Mais quand les prix bougent
trop vite, trop fort ou de manière imprévisible, les signaux se brouillent. Les entreprises ne savent plus si cette hausse de prix vient d'une véritable demande ou simplement d'une inflation généralisée. Les salariés ne savent plus si leur salaire augmente vraiment ou si en réalité il stagne. Et les investisseurs ont du mal à distinguer la création de valeur réelle de la simple hausse nominale de la valeur de la monnaie. Bref, l'économie devient floue et les tensions sociales apparaissent. Car l'inflation ne touche pas tout le monde de la même façon. Elle peut générer un sentiment d'injustice et le sentiment que l'avenir, incertain, sera moins radieux que le présent. Et historiquement, les périodes d'inflation élevées ont ainsi été souvent associées à des tensions sociales, des mouvements de contestation, une perte de confiance dans les institutions économiques et politiques. Parmi les exemples historiques, on peut citer l'Allemagne dans les années 20, et plus récemment l'Amérique latine, et en particulier l'Argentine, entre 2017 et 2024, où des politiques économiques de type socialiste ont poussé l'inflation à des niveaux extrêmes, plus 50% entre 2018 et 2019, et même plus 211% lors du pic de 2023. S'en sont suivies des manifestations régulières, une hausse du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et des tensions politiques. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais les prix pouvaient bouger d'une semaine à l'autre, à la hausse, évidemment. Et les Argentins dépensaient leur salaire immédiatement, ce qui accélérait l'inflation, en raison de la spirale inflationniste que nous avons vue précédemment. Il aura fallu attendre que l'Argentine tombe dans une grande instabilité et une grande pauvreté pour que les Argentins décident enfin d'arrêter avec les politiques socialistes et choisissent, en décembre 2023, d'élire Javier Milei à la tête du pays. Son programme économique libéral a permis la forte réduction des dépenses publiques, la fin de plusieurs subventions, la libéralisation des prix et des taux de change, et l'arrêt du financement monétaire du déficit. Javier Milei a ainsi permis le rétablissement de la crédibilité budgétaire, ce qui a contribué à ralentir la dynamique inflationniste en à peine un an. Concrètement, l'inflation est passée de 117% fin 2024 à 31% fin 2025, selon les données reportées par le Buenos Aires Times. Et elle est même tombée à 2% par mois au second semestre 2025. Ces résultats sont spectaculaires, mais logiques pour celui qui comprend l'économie. Quand l'inflation devient incontrôlable, elle ne détruit pas seulement le pouvoir d'achat, elle détruit la stabilité économique et sociale d'un pays. Mais lorsqu'elle est maîtrisée et relativement faible, l'inflation peut aussi être bénéfique pour une économie. D'abord parce qu'elle incite à l'action. Dans un monde où les prix augmentent légèrement chaque année, garder son argent immobile devient coûteux. Cela pousse donc les acteurs économiques, entreprises, ménages, particuliers, à consommer davantage, à investir, à entreprendre, et ainsi l'argent circule dans l'économie. Et quand l'argent circule, l'activité économique suit. Car l'argent est à l'économie ce que le sang est au corps humain, indispensable pour fonctionner, selon la formule de l'économiste Adam Smith. Car il faut bien comprendre ceci. L'argent n'est pas une richesse en soi, c'est le moyen qui permet aux échanges, à la production et à l'activité économique d'exister. Dans un monde sans inflation, les acteurs économiques reporteraient leurs décisions. Pourquoi acheter maintenant si ce sera moins cher demain? Pourquoi investir si la valeur de l'argent augmente toute seule? Dans pareil cas, l'argent ne circulerait plus et l'économie se figerait. Par ailleurs, une inflation modérée facilite l'ajustement des salaires et des prix, et donc la stabilité économique. Car dans la réalité, il est très difficile de baisser les salaires nominaux. Psychologiquement et socialement, c'est presque impossible. En revanche, avec une inflation de quelques points de pourcentage par an, les salaires baissent légèrement en pouvoir d'achat, mais sans choc brutal. C'est d'ailleurs pour ça que je vais t'expliquer dans quelques instants comment protéger tes revenus et ton patrimoine de l'inflation, et éviter que tu ne fasses partie de ceux qui s'appauvrissent d'année en année. C'est pourquoi les banques centrales visent un objectif autour de 2% d'inflation par an. Et ce n'est pas un hasard, c'est un niveau considéré comme suffisamment bas pour ne pas déstabiliser l'économie, mais suffisamment élevé pour éviter la stagnation. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on comprend que l'inflation n'est pas neutre, car elle ne touche pas tout le monde de la même façon. Et c'est là que commence le vrai sujet. Car quand on parle d'impôts, on pense à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à la TVA, et plus largement à toutes les taxes. Mais il existe en réalité un impôt dont personne ne vote le montant, un impôt silencieux, tu l'as compris, c'est l'inflation. Pourquoi? Parce que si les prix augmentent de 5% par an, et que ton salaire n'augmente pas d'autant, tu perds 5% de pouvoir d'achat. Et de même, ton épargne perd de la valeur. Si tu conserves 100 000 € sur un compte courant, et que l'inflation est de 5% par an en moyenne, en 10 ans, ton argent a perdu presque la moitié de sa valeur réelle. Pourtant, tu n'as rien dépensé. En apparence, tu n'as donc rien perdu, mais tu t'es quand même appauvri. Puisqu'au fil des ans, avec cette même somme, tu pourras acheter de moins en moins de biens et de services. En clair, c'est ta qualité de vie qui va en souffrir. La conséquence sera la même si tu investis ton capital, mais mal, c'est-à-dire à un taux de rendement annuel inférieur à cette inflation. Dans notre exemple, si l'inflation est de 5% et que tu as placé ton capital de 100 000 € à un rendement de 2%, à la fin de l'année, la valeur de ces 100 000 € a quand même diminué de 3%. Sans rien faire, sans t'en rendre compte, simplement parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions. Et c'est ça le piège, subtil mais implacable. Psychologiquement, une perte lente est moins douloureuse qu'une perte brutale, mais les conséquences demeurent réelles. Si tu ne fais rien, chaque année, ton argent perd de la valeur, silencieusement. Et le pire, c'est que tu continues à te comporter exactement de la même manière. Tu épargnes, tu laisses ton argent dormir, sur un compte, des livrets bancaires, une assurance vie ouverte sans grande conviction avec ta banque, et tu penses être prudent. Mais en réalité, tu es en train de perdre. Car j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, de l'argent qui dort est en réalité de l'argent qui meurt. Lentement, sûrement, inévitablement. Car soyons clairs, l'inflation ne touche pas tout le monde de la même façon. Il y a les grands perdants, les premiers profils que nous venons de voir, ceux dont les revenus n'augmentent pas plus que l'inflation annuelle, l'épargnant passif,
et l'investisseur mal conseillé. Mais s'il y a des perdants, il y a aussi des gagnants. Mais qui sont-ils, ces gagnants? D'abord l'État. Pourquoi? Parce que tu le sais, les États sont massivement endettés, et l'inflation réduit la valeur réelle des dettes. Si tu dois 100 000 € à la banque, et que la monnaie perd 30% de sa valeur, à la fin, ta dette pèse moins lourd. L'inflation est donc une manière indirecte de réduire cette dette. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, car ce qui est vrai pour les États est aussi vrai pour les particuliers. Et la deuxième catégorie de personnes à tirer profit de l'inflation, c'est précisément les investisseurs à crédit, les emprunteurs. Quand tu achètes un actif, généralement de l'immobilier, avec un crédit à taux fixe comme c'est le cas en France, ta mensualité reste la même pendant 20 ans. Mais pendant ces 20 ans, tes revenus augmentent, la monnaie perd de sa valeur, résultat, ta mensualité devient de plus en plus légère. En réalité, l'inflation rembourse à ta place une partie de ton crédit. Souviens-toi, on l'a dit un peu plus tôt, 1 euro dans 20 ans vaudra moins qu'1 euro d'aujourd'hui. Alors quand tu empruntes 100 000 € aujourd'hui, ces 100 000 € vaudront moins dans 10, 15, 20 ans, et tu auras donc moins d'argent à rembourser à la banque. Ta dette reste la même sur le papier, mais en réalité, elle diminue avec le temps grâce à l'inflation. L'inflation agit ainsi comme un acide silencieux qui ronge la valeur réelle de ta dette. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le même temps, les actifs que tu as acquis grâce à ce crédit prennent de la valeur. C'est pourquoi il est primordial d'emprunter pour investir. Pas nécessairement pour acheter sa résidence principale d'ailleurs, car comme nous le verrons dans une autre vidéo, c'est plutôt souvent une mauvaise idée, mais pour investir en général. Ce qui nous amène à la troisième catégorie de personnes qui bénéficient de l'inflation. Les investisseurs en général. C'est-à-dire ceux qui possèdent des actifs, de l'immobilier, des actions, des entreprises, des terres, des matières premières. Pourquoi? Parce que quand les prix montent, la valeur des actifs monte également. Parce que pendant que ton argent stagne, la valeur de l'immobilier, des actions, des entreprises, elle, augmente. Autrement dit, tu peux soit subir l'inflation, soit l'utiliser. Et c'est là que tout bascule. Parce que dans un monde inflationniste, ne pas investir, ce n'est pas être prudent, c'est accepter de perdre. Il est donc indispensable d'investir. Encore faut-il savoir dans quoi et comment. Mais ça, c'est un autre sujet. Retiens seulement ceci pour aujourd'hui. Ne pas investir, c'est faire le choix de s'appauvrir. Parce que l'inflation pénalise l'immobilisme et récompense l'action. Elle appauvrit ceux qui subissent, elle protège ceux qui comprennent et elle récompense ceux qui agissent. Ce n'est pas juste un phénomène économique, c'est une force qui redessine la répartition des richesses. La vraie question n'est pas est-ce que l'inflation est bonne ou mauvaise? La vraie question est de quel côté es-tu? Pas dans 1 an, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais maintenant. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu as appris des choses, dis-le moi en commentaire, like et abonne-toi à ma chaîne pour continuer à développer ta culture économique et financière et rester au courant des prochaines sorties. Et à tous, je vous dis à la semaine prochaine.